Épisode 4, les hurleurs. Une ruée, c'est le titre original, c'est écrit par Vince Gilligan, Monsieur Breaking Bad en personne évidemment, et c'est réalisé par Rob Bowman. Donc le titre original se base sur l'inspiration de Gilligan, qui aurait été passionné par un livre sur des tueurs en série, et en particulier l'histoire d'Howard Unruh, qui avait abattu 13 personnes dans son voisinage proche, et ça viendrait aussi de l'allemand Unruhe, qui signifierait agitation. Donc Unruhe, vous sentez, voilà, vous entendez l'allitération. Bon, malheureusement j'ai pas réussi à trouver le titre de ce recueil qui chroniquait donc ces différents tueurs en série qui ont réellement existé. C'est dommage. En tout cas, pour terminer ce petit côté Wikipédia hein, qui ouvre ma chronique, il aurait été aussi influencé, le père Gilligan, par un photographe, Ted Serios, qui affirmait prendre des clichés de ce qu'il appelait des photographs, donc des polaroïdes pris avec des pouvoirs psychiques, hein. Bon, ça s'invente pas. Donc Gilligan, il a mixé tout ça, et puis il a accouché de cette histoire d'un plâtrier, Jerry Schnoz, un type perturbé, qui kidnappe et lobotomise ses proies après les avoir pris en photo via son Polaroid. Ces clichés révèlent des espèces de formes inquiétantes qu'il appelle des hurleurs et qui tourmenteraient ses victimes. En fait, c'est un épisode dont j'avais gardé que de très très vagues souvenirs. En fait, la seule chose qui m'avait marqué, ce sont évidemment ces photos avec les formes angoissantes des hurleurs. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je me suis replongé sur les notes que j'avais écrites il y a une vingtaine d'années. Voilà, au tout début de la vingtaine, j'avais noté mes impressions sur dans un petit bloc-notes, et je faisais un rapprochement avec une nouvelle de Stephen King, qui est pas très connue, hein, mais qui m'avait marqué à l'époque, et qu'on pouvait lire donc dans Minuit 4. La nouvelle s'appelle Le Molosse surgit du soleil, et dans lequel un ado reçoit un Polaroid qui fait toujours la même photo. Un molosse qui, au fur et à mesure des clichés, se rapproche de plus en plus vers l'objectif, et donc semble vouloir bondir sur le photographe. Donc là, je vous montre l'édition de chez J'ai lu, qui est sympa parce qu'il y a une intro des Stephen King, hein, qui revient un petit peu sur le contexte de son écriture. Donc c'était au début des années 80. Il y a une petite illustration, voilà. Bon, ça commence à marquer un petit peu son usure. Je l'ai dit 4 milliards de fois, mais c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que je suis attaché au vieux J'ai lu de Stephen King, que vous trouvez pour 1 euro en brocante. On peut même en trouver dans les boîtes à livres, hein. Moi je vous encourage à les prendre, voilà, ça prend pas de place. Je l'ai fait un peu fort. Alors pour la nouvelle Le Molosse surgit du soleil, sur internet en faisant des... voilà, j'ai googlé le titre et j'ai été assez surpris en fait que c'est pas une œuvre qui est très bien perçue chez les fans de l'auteur. Dans mes souvenirs, c'était un bon exercice de style, et on sait à quel point King avait prôné qu'il était nécessaire de travailler tous les jours, et au moins, à défaut de convaincre, ça permettait d'affûter sa maîtrise mécanique du récit et de la langue, qui vont être des éléments moteurs pour ses réussites futures. La photographie, et en particulier le Polaroid, qui propose donc des instantanés, ça a permis des récits horrifiques marquants. Je pense aussi, dans la littérature jeunesse, à un auteur que ma petite sœur adorait, R.L. Stine, pour sa série Chair de poule. Maintenant, c'est une licence qui est très connue, qui est pérenne, hein, parce que je vois qu'il y a encore des films qui sont disponibles sur la chaîne Disney+. Alors, je les ai pas vus. Par contre, j'avais vu 2-3 épisodes. À la fin des années 90, il y avait une série adaptée de ces bouquins. Alors je me rappelle plus du contenu des épisodes, mais je me souviens très bien du générique. On voyait l'auteur Erstein qui, enfin, ou en tout cas un acteur qui lui ressemble et qui se balade comme ça dans un champ avec sa mallette qui s'ouvre, il y a le manuscrit qui s'envole avec la petite musique tin 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 tin. Tin 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 tin. Donc il y avait un livre en particulier que ma sœur avait, je me souviens de la couverture, et ça s'appelait Dangereuse photo, qui depuis a été rebaptisé Photo Maléfique. Donc j'ai lu que Stephen King avait beaucoup d'admiration pour cet auteur très prolifique. Alors, si vous avez des gosses de 10 ans, vous pouvez leur donner à lire la série Chair de poule, il n'y a aucun problème, il y a rien de choquant, il n'y a pas de gore, il y a une violence très ténue. Vous donnez des contes à lire à vos enfants qui sont quand même beaucoup plus violents, hein, comme par exemple Le Petit Pousset, Le Petit Chaperon Rouge, etc. Donc
Et à côté, vraiment, le Air c'est du Canada Dry, hein, comme on dit. Donc il savait vraiment tenir en haleine, hein, Airstein, il savait développer ses personnages, même si ce sont des jeunes, quoi, naïfs, sans aspérité. Donc c'est le chaînon manquant entre le Club des 5, écrit par Enid Blyton, aussi grand auteur de jeunesse. Bon, c'est beaucoup plus vieux, évidemment, que Airstein, mais qu'est-ce que j'en avais bouffé aussi à l'époque, et vous mélangez ça avec les Contes de la Crypte. Sans le gardien de la crypte. Et sans le gore. Et sans le sexe aussi. Et sans les côtés dérangeants, tu vois. Sans les... Enfin bon, ça n'a rien à voir. Il existe un film que j'ai pas vu, mais le pitch, je trouve qu'il se rapproche un petit peu de notre épisode. Ça s'appelle Polaroid. Ce serait réalisé par un certain Lars Klefberg, voilà. Ce serait sorti en 2019. Alors... si j'en crois le trailer, ça a l'air d'être au mieux une production dans la moyenne de chez Blumhouse. Après, attention, Blumhouse est capable du meilleur comme du pire. Enfin bon, là, c'est pas un studio qui a produit ce Polaroid. Hey, I found something. What is that? It's a camera. Are you ready? Ce qui est marrant, c'est qu'il y a notre bon ami Mitch Pileggi, hein, Skinner, qui fait un petit rôle dans ce film. Tyler's dead. What? Et puis je vais aussi vous citer un jeu vidéo que je n'ai jamais su finir, mais qui était pas mal, hein. Il paraît que les suites d'ailleurs sont... la suite est encore meilleure. Le problème, c'est que je l'ai découvert longtemps après sa sortie, et c'est un peu le problème des jeux vidéo, c'est que parfois ils accusent leur âge, souvent par le gameplay. Graphiquement, moi ça me dérange pas trop, et puis après les années 2000, on a des jeux maintenant qui commencent à tenir le coup, hein. Là c'était plus la caméra, et ça c'est vraiment embêtant, qui était un peu pénible. Donc Projet Zero, et qui avait ses moments d'effroi, voilà, un jeu original. C'est un des rares jeux de la première Xbox que j'ai pu garder, parce que les autres, on me les a tirés. J'aurais bien aimé récupérer Def Jam, Punisher, enfin bon, on va éviter de pleurer. Enfin, en tout cas, c'est cool, il y a même la notice dedans. Et il me semble que Christophe Gans, il avait eu les droits à un moment pour l'adapter. Enfin, en tout cas, le producteur Samuel Adida l'avait dans les licences dont il avait acquis les droits. Je me repencherai bien sur le jeu, tiens, un de ces quatre, quand j'aurai un petit peu de temps à la retraite. Maintenant, tous ces trucs autour du Polaroid, je trouve ça secondaire maintenant. Alors évidemment, les photos psychiques, c'est au cœur de l'intrigue, donc c'est le prétexte X-Files de cet épisode. Mais, et c'est ce que j'adore dans cette série, c'est que je la réévalue sans cesse, en fait, cette série tous les 10 ans. C'est-à-dire que, peut-être pas tant d'un point de vue qualitatif, mais je m'accroche maintenant à des thématiques différentes, ou même au niveau du casting. Avant... Quand j'étais gamin, évidemment, je m'identifiais plus à Mulder. Je dis pas que je m'identifie maintenant à Scully, mais en tout cas, c'est un personnage qui m'intéresse quand même beaucoup plus. Es ist alles in Ordnung. It's over, Jerry. Let me go right now. Ich werde dir helfen. Du wirst deine Unruhe bald vergessen. Aufhören! Ich habe keine Unruhe. Ich habe keine Unruhe. Ich brauche nicht gerettet zu werden. Et là, par exemple, sur cet épisode, je devais sans doute être passionné par le contexte fantastique. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le profil du tueur. Cet épisode peut être rapproché de la série Millennium, vous savez, la série jumelle de Chris Carter, avec ce déséquilibré. Donc, Fine gift. You can't stop it. He can see into the mind What killed this man was anything but natural. of serial killers. on a cité souvent la 4ème dimension, hein, je le vois dans les chroniques sur d'autres sites. C'est vrai qu'il y a un twist à la fin de cet épisode, un petit peu léger, enfin je trouve qu'il était très attendu, et puis il ressemble un petit peu au final de Voyance par procuration, mais l'épisode trahit surtout sa fascination des serial killers qui est explosée dans les années 90. Donc on a cité Le Silence des Agneaux, hein, on l'a cité maintes fois sur cette chaîne, et aussi Seven, qui allait remettre une pièce dans la machine, Seven de David Fincher, qui était sorti un an auparavant.
Et donc voilà, on a explicité que Gilligan était passionné par ces profils de serial killer. D'ailleurs, Mulder, au détour d'un dialogue, compare le gérant de la boutique qui ouvre le prologue à Bruno Richard Hauptmann, donc un homme condamné à mort, mais dont la culpabilité n'a pas été totalement établie sur le rapt et la mort du bébé de l'aviateur Charles Lindbergh. Donc voilà, c'est assez étonnant cette histoire. J'étais aussi étonné que aucune chronique en fait n'avait relevé ce nom, n'avait fait de recherche sur ce nom lâché par Mulder. C'est souvent en fait dans la série où Mulder fait des références soit à la pop culture américaine qui aujourd'hui nous passe au-dessus, donc j'avais déjà explicité dans l'épisode La Meute qu'il y avait voilà des personnages de shérif de séries télé que bon on a oublié, ça m'intéressait assez moyennement, mais là j'étais assez curieux. Donc l'aviateur Charles Lindbergh avait subi quand même un affreux chantage, on avait enlevé son enfant en bas âge, je crois qu'il avait un an et quelques, peut-être 2 ans, et donc on avait organisé une demande de rançon, un petit peu comme dans le film de Ridley Scott, là, tout l'argent du monde, sauf que je trouve que c'est encore plus déchirant, parce que là c'est pas un ado de 16-17 ans, là c'est un enfant en bas âge, et en plus c'est une demande de rançon qui a très très mal tourné, je vous laisse regarder la finalité de cette triste histoire. Donc Gilligan, il a très bien su mélanger ces genres, cependant, je trouve que, aussi linéaire et simple à comprendre que cette histoire, eh bien, il ne vous fait pas de cadeau si vous êtes distrait. J'ai remarqué, et là, pourtant je mets un point d'honneur à ne pas me laisser distraire quand je regarde quelque chose, donc je mets mon téléphone en mode avion. C'est très important de ne pas se laisser distraire quand vous regardez, parce que il y a certains points qui ne sont abordés une seule fois dans cet épisode. Si vous le loupiez, vous le sauriez pas, alors c'est pas très gênant pour la compréhension générale, mais il y a des détails voilà, qui permettent vraiment de révéler l'épisode. On a tendance à dire qu'il faut répéter au moins 3 fois une information au public pour qu'il assimile, et là c'est lâché une seule fois. Je me demande si... alors je vais pas faire mon vieux con, mais il y a eu quand même plusieurs enquêtes qui ont établi maintenant que il y a une perte de capacité de concentration chez les jeunes par rapport à une vingtaine d'années. Donc je vais pas jeter l'opprobre sur internet, les réseaux sociaux, etc. que moi-même j'utilise, mais je me demande aussi si ça par contre ça va pas porter préjudice à la série par la suite. Donc effectivement dans le passif de Jerry Schnoods, on va aborder une seule fois des choses qui sont indispensable pour comprendre ses motivations. Par exemple, pourquoi il a agressé son père, le fait que son père a été dentiste par exemple, du coup ça, on va faire le lien que son fils a pu obtenir des produits chimiques voilà, pour mettre ses victimes sous contrôle, le lien qui unissait aussi Jerry à sa sœur, c'est abordé une seule fois, les sévices qu'elle avait subis c'est évoqué une fois, peut-être 2 fois grand max, et donc tout ça va permettre à aboutir au climax final. J'aurais aimé que cet épisode prenne un peu plus son temps, et je l'ai dit plusieurs fois pour les épisodes qui ont une intrigue comme ça policière, c'est un épisode qui fait même pas 50 minutes, ça fait quoi, 42 minutes, donc c'est un épisode qui est très riche, mais malheureusement il est tellement riche, tellement généreux dans ce qu'il a à proposer que parfois c'est un petit peu trop court, et c'est d'ailleurs un grief que je vais adresser aussi pour l'épisode qui suivra, Le pré où je suis mort. Par contre, formidable prestation de Pruitt Taylor Vince, il est à la fois vulnérable, menaçant, auquel Gilligan avait spécialement écrit l'épisode, après avoir vu sa prestation dans le film L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne, que j'avais déjà cité dans la chronique pour l'épisode Insomnie dans la saison 2, donc si vous n'avez pas vu L'échelle de Jacob, vraiment, vous pouvez y aller, c'est un épisode qui dispense des séquences hallucinatoires, terrifiante, c'est un film qui est censé se citer par les fans de la saga vidéoludique Silent Hill, dont je fais partie. Donc... Bon, un petit hors-sujet, vraiment très très rapide, pour évoquer ma petite collection Silent Hill. Alors en fait, tout a commencé avec le film de Christophe Gans, qui avait été vraiment un choc au cinéma. C'était vraiment un univers qui m'avait fasciné, et j'avais commencé, parce que j'avais la Xbox, par le 4, et j'avais un petit peu de mal au départ à rentrer dedans, même si j'aimais beaucoup l'ambiance, mais il y avait quand même pas mal de choses, j'avais pas les clés tout simplement, c'est pour ça aussi que je m'étais acquis le guide stratégique que je garde d'ailleurs, parce qu'il y a des petits dossiers voilà, sur des personnages qui peuplent ce titre, et plutôt bien écrit en plus, et puis en fait j'aime bien des fois juste le feuilleter pour me rappeler les créatures, pour me rappeler des décors. Les décors dans Silent Hill évidemment c'est extrêmement important. Après il y a eu Shattered Memories,
Alors là, c'est un peu dans le désordre, hein. Je vous cite les titres. Ça a été un très grand choc. C'est le titre, en fait, qui m'a rendu définitivement fan de la franchise. C'est un jeu qui m'a bouleversé sur Wii. C'est pour moi le meilleur jeu que j'ai pu faire sur la Wii. Après, il y a évidemment l'iconique Silent Hill 2. Que j'avais pas réussi à finir à l'époque, mais c'est pas très gênant parce que depuis peu, j'ai le remaster sur PS5 qui est extrêmement beau, donc c'est vraiment fascinant. Et je suis un joueur très très lent, sachant que j'aime bien apprécier la qualité des détails dans un décor. Je peux vous dire que je le savoure à petite dose. Silent Hill 3. Alors ça, c'est un jeu que j'avais trouvé pas cher alors que j'avais pas de PS2 et je l'ai acheté il y a 2 ans. Et du coup, j'ai acheté une PSD d'occasion, hein, ça se trouve encore très facilement. C'est la suite directe du premier que j'avais fait, j'avais plutôt bien aimé. Bon, c'est sans doute le moins bon de ceux que j'ai pu faire, mais qui est quand même extrêmement intéressant. Et par contre, je l'ai pas en version, je l'ai en version dématérialisée sur ma PS3. Silent Hill Origins, cadeau d'anniversaire de mon bon ami Nicolas, qui m'a d'ailleurs aussi offert une PSP. Hein, voilà, donc je suis extrêmement gâté par mes amis. J'aurais bien voulu lui offrir la Virtual Boy, mais c'était hors de prix, donc bon, voilà. Donc du coup, il s'est contenté de 2 bouquins. J'ai oublié de dire que Silent Hill Origins, c'est écrit par Sam Barlow, donc le même auteur que Silent Hill Shattered Memories, hein, on reconnaît très clairement sa patte. Et enfin, un autre titre que j'adore, vraiment, Silent Hill Downpour, j'ai très envie de me le refaire. J'ai même fait les passages, certains passages avec les lunettes 3D, parce que la 3D est pas dégueulasse hein, pour un jeu vidéo. Après, bon, j'ai la chance d'avoir un vidéoprojecteur, et j'ai vraiment été gagné par l'histoire, j'ai été touché par le parcours du personnage. Il y a des moments absolument dingues hein, dans ce jeu. Il y a des phases d'un peu roller coaster, un petit peu train fantôme, qui m'ont pas déplu. Voilà, vraiment une saga très solide, donc ouais, il y en a peut-être 2-3 que j'ai pas fait, mais bon, il y a quand même de quoi butiner quand même dans ces titres. Je sais qu'il existe toute une série de comics, apparemment, il y en a certains qui sont très très bons. Bon, mais pour l'instant, je ne connais pas, mais je ne demande qu'à découvrir davantage cet univers, et puis je peux vous dire que le film de Christophe Gans, je l'attends day one, hein, ce film. Donc, Prout Taylor Vince, on l'identifie très facilement, ce comédien, parce que il a ce qu'on appelle un nystagmus. Un nystagmus, c'est un trouble oculaire qui fait que ses yeux bougent en permanence, hein, donc ça peut être déstabilisant. C'est évidemment un handicap au cinéma, de prime abord, parce qu'on a besoin des yeux pour avoir de l'empathie, ou alors vous mettez des lunettes de soleil, hein, et puis c'est la gestuelle qui prend la relève. Sauf que Prout Taylor Vince, je me souviens pas d'un rôle où il portait des lunettes, ou il campait un aveugle par exemple. Évidemment, il a campé plusieurs fois des déséquilibrés, des malades mentaux, donc comme dans Identity de James Mangold. Donc j'avais un souvenir, j'avais un bon souvenir, mais par contre ça fait très très longtemps. Je me souviens surtout du twist à la fin qui vous retourne le cerveau. Je me souviens aussi de sa performance dans La Brume électrique de Bertrand Tavernier, hein, décidément un film que je cite souvent. Alors non pas que j'ai... c'est un film que je trouve pétri de défauts dans La Brume électrique, et qu'on recitera d'ailleurs quand je ferai ma chronique sur Dans le pré où je suis mort, parce que je trouve qu'il y a un parallèle qu'on peut faire, donc on y reviendra. Et donc dans ce film, Prout Taylor Vince, il campait un détective qui surveillait sa femme pour découvrir qu'elle jouait à Broute Minou avec une copine à elle. Donc voilà, il avait quand même un rôle un petit peu différent. C'est un comédien qui a une filmo absolument énorme, et j'ai remarqué que cette année, on le verra dans le rôle de Jonathan Kent, donc le père adoptif de Superman. Choix très étonnant quand on sait que c'est un rôle qui a souvent été attribué à des acteurs qui personnifiaient, putain, j'arrive pas à parler, qui personnifiaient l'Americana, donc Kevin Costner plus récemment, Glenn Ford hein, pour le premier film adapté par Richard Donner. Donc voilà, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, parce que je pense que j'irai le voir, le film de James Gunn. Je vais, comme d'habitude, sélectionner un moment fort dans cet épisode, c'est quand Scully interpelle le suspect qui est monté sur de grandes échasses. Ce dernier prend la fuite au sein des étages d'un bâtiment en rénovation. Ces échasses permettent d'enjamber des plateformes. Alors, c'est maladroit, hein, il se croûte. Prout Taylor Vince n'est pas aussi agile que Jackie Chan, hein, vous pensez bien. Cependant, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus longue, cette scène, hein, pour jouer justement sur la verticalité des décors, sur sa possibilité de faire de grandes enjambées au-dessus d'obstacles. Ça dure que quelques secondes, encore une fois, voilà, je trouve que c'est dommage que ça soit pas davantage développé. J'ai d'ailleurs une anecdote sur cette séquence, issue... Voilà, je fais les bruitages en même temps. Issu du grand livre sur la série X-Files, donc je cite Gilligan.
Depuis, les échasses de plâtrier ont été interdites dans plusieurs États parce qu'elles sont incroyablement dangereuses. Notre coordinateur de cascade est venu me voir en disant « Tu sais à quel point c'est difficile de marcher avec ces trucs-là ?» Moi, je suis juste un idiot de scénariste et je lui ai répondu que ça ne devait pas être si difficile que ça. Alors, il m'a proposé d'aller les essayer sur le parking. J'avais 6 gars costauds autour de moi prêts à me rattraper en cas de chute. J'ai dû suer 5 litres d'eau en essayant de marcher avec ces échasses. Voilà, je trouvais ça assez rigolo, comme c'est à citer. Donc, bon épisode malgré tout, sombre, inquiétant, perturbant et hanté. Voilà, donc des adjectifs qui définissent bien cette saison 4. Je n'ai rien de plus à ajouter, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Ciao.